Les spectres sont comme les papillons, pense le physicien danois Niels Bohr en ce début 1913. Les couleurs sont très belles, mais on a fait le tour du problème. Grâce au spectroscope à prisme mis au point 50 ans plus tôt par les physiciens allemands Kirchhoff et Bunsen, tous les éléments chimiques ont fourni leur identité sous la forme de raies caractéristiques. Pourtant, ce sont ces traits lumineux qui vont offrir à Bohr la clé du secret des atomes. Dans l'hydrogène, l'un des premiers éléments analysés, le physicien suédois Anders Ångström avait découvert 4 raies et mesuré leur longueur d'onde, 410, 434, 486 et 656 nanomètres. Nous sommes bien dans le domaine visible. Devant cette numérologie spectrale, il était tentant de vouloir relier mathématiquement les termes de cette série et pas moins de 12 formules furent produites. Celle de Johann Balmer, physicien et mathématicien suisse, est la plus connue. Niels Bohr la découvre ou la redécouvre puisque nous sommes en 1913 et c'est pour lui une révélation. Car la différence entre les deux termes lui suggère immédiatement un lien avec le niveau d'énergie des électrons. Il faut dire que le modèle planétaire de Rutherford, qui prévaut à l'époque, se heurte à une difficulté majeure. En tournant, l'électron devrait perdre de l'énergie par rayonnement et finir par s'écraser sur le noyau. Or le système est stable. Pour résoudre l'énigme, Niels Bohr a l'audace d'adjoindre au modèle de Rutherford la théorie des quanta. Cette théorie, initiée par Planck en 1900 pour expliquer le rayonnement du corps noir, avait ensuite été développée par Einstein en 1905 pour expliquer l'effet photoélectrique. Tout d'abord, la théorie des quanta nous incite à changer d'unité. Nous passons des longueurs d'onde exprimées en nanomètres aux énergies exprimées en électronvolts eV. Le domaine visible va de 1,6 à 3,1 eV et les 4 raies sont mesurées respectivement à 1,88, 2,54, 2,85 et 3,01 eV. Voici donc les postulats de Bohr. L'électron ne peut tourner que sur certaines orbites correspondant à des niveaux d'énergie bien déterminés. Toute orbite intermédiaire est interdite. Les niveaux d'énergie sont quantifiés et désignés par le nombre quantique n. Sur l'orbite n égale 1, l'électron est dans son état fondamental. Pour le hisser à des niveaux supérieurs, il faut lui fournir de l'énergie en le bombardant avec des photons par exemple. Ici, il est au niveau excité n égale 3. Cet état n'est pas stable et il va redescendre, par exemple au niveau n égale 2, en émettant un photon d'énergie 1,88 eV, c'est-à-dire une lumière rouge. Sur le diagramme, le signe moins indique qu'il faut fournir de l'énergie à l'électron pour l'exciter. 13,6 eV est l'énergie nécessaire pour l'arracher de l'atome. C'est l'énergie d'ionisation. Au-dessus de 0, l'électron est libre. Au-dessous, il est lié. La série de Balmer correspond aux transitions électroniques des états excités vers n égale 2. Il existe d'autres séries comme celle de Lyman et de Paschen. Le génie de Bohr est d'avoir osé abandonner la physique classique, celle de Newton et de Maxwell, qui ne fonctionne plus au niveau atomique, et de l'avoir remplacée par une physique aussi étrange que déroutante, tirée des idées de Planck et d'Einstein. C'est une physique de la discontinuité dans laquelle seules sont permises aux électrons certaines orbites énergétiques. Des domaines entiers lui sont donc interdits. Comme est interdit à l'homme qui prend l'escalier l'espace compris entre deux marches. Certes, le modèle de l'atome de Bohr s'est vite révélé insuffisant. Les électrons ne sont pas en orbite, mais occupent l'espace autour du noyau avec une certaine probabilité de présence. Mais son mérite est d'avoir été le premier modèle quantique de l'atome et d'engager ainsi toute une génération de savants sur le chemin de la révolution scientifique.